podcast Les Mycophiles, le podcast où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, Quentin Gobert, myciculteur et fondateur de la Mycosphère en Belgique, est avec moi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu as fait comme formation et aussi présenter ton entreprise, la Mycosphère? Oui, donc moi c'est Quentin et donc j'ai fondé la Mycosphère il y a environ 5 ans maintenant. La Mycosphère, c'est une champignonnière, c'est donc une production de champignons en bio, en agriculture biologique. Et donc je produis des champignons frais pour les marchés, les magasins et les restaurants avant le Covid, plus maintenant. Mais voilà. Ok. Juste les restaurants, ça représentait quelle part de ce que tu vendais à peu près? Avant le Covid, il y a un moment où ça représentait entre 30 et 40% de mon chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Donc ouais, c'est ça. Ça a été un peu dur au tout début du premier confinement. Et puis voilà, puis j'ai trouvé d'autres clients parce que pas mal de gens se sont retournés plus vers les producteurs locaux. Et donc au final, je m'en suis pas mal sorti par rapport à d'autres. Ok, d'accord. Et du coup, tu as fait une formation en rapport avec les champignons ou tu t'es lancé en autodidacte? Pas du tout. Ouais, je me suis lancé en autodidacte. En fait, à la base, moi, j'ai une formation en sociologie et anthropologie. Donc, j'avais fait un bachelier là-dedans. Et puis, j'ai pas fait de master parce que j'aspirais à quelque chose de plus concret, à travailler avec mes mains. Et donc, j'ai continué avec une formation dans le maraîchage de 1 an. Et puis j'ai travaillé comme maraîcher pendant 1 an dans une association qui réinsérait des personnes par le maraîchage. Et donc, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu de toi, ton expérience, comme on parlait juste avant. On cultivait un peu de champignons en achetant des ballots de paille déjà tout faits. On faisait un peu quelques expériences là-bas à l'association. Et moi, j'avais quand même cette curiosité de comprendre comment ça se faisait, parce qu'on achetait des ballots qui étaient déjà tout faits, mais je me disais, il y a moyen sûrement de les faire soi-même, de reproduire. Et c'était pas du tout connu par les maraîchers. Quand j'en parlais avec d'autres maraîchers, ils me disaient, ah non, c'est pas possible et tout. Donc moi, j'aime bien ce côté un peu défi. Et donc, avec un ami, en fait, on a commencé à s'intéresser à ça. On a acheté du mycélium. Mais bon, du coup, c'était il y a 6-7 ans maintenant. C'était pas du tout aussi développé que maintenant. Et donc, il y avait c'était dur d'acheter du mycélium en petite quantité. Donc, on achetait par caisse de 20 litres. Ah oui, et donc, ouais, c'est ça. Et donc, et après, en fait, nous, ça nous coûtait directement super cher parce qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, très vite, en fait, on a partagé ça avec des amis en faisant des soirées barbecue, champi. On pasteurise la paille et on inocule la paille avec le mycélium et tout ça. Okay. Et puis de fil en aiguille, on a créé une association parce qu'on avait des demandes pour aller dans les écoles et faire des ateliers dans les écoles avec les enfants. D'abord, c'était les écoles primaires, donc les plus jeunes, et puis on a eu les écoles secondaires et puis des ateliers avec des adultes en fait. Et donc on a fait ça pendant quasi 2 ans à 2. Et donc à la base, c'était un projet vraiment pédagogique. Il n'y avait pas l'idée d'en produire de manière professionnelle, mais c'était plus de partager notre passion et découvrir par la même occasion en fait, parce qu'on expérimentait plein de trucs et on était tout le temps en contact avec des gens qui expérimentaient, donc c'était une période assez stimulante quoi. J'imagine. Et puis au bout d'un certain temps en fait, moi le côté maraîchage me manquait un peu avec le côté production. J'aimais bien l'aspect produire, faire quelque chose de mes mains et avoir un produit et le vendre. Et donc je trouve qu'il y a un côté ouais, enfin moi c'est quelque chose qui me convient bien, la production. Et donc en même temps que à ce moment-là j'avais pas de travail, j'avais ma première fille qui était née, donc j'étais resté quasi 1 an à la maison sans travail. Et donc j'ai commencé à avoir besoin d'argent.
et surtout de me dire que je trouve un travail, mais j'avais plus envie de travailler pour un patron ou quoi. J'avais envie de lancer mon propre projet. Parce que j'ai travaillé dans pas mal de petits trucs avant en faisant des jobs d'étudiant et tout depuis un certain temps. Donc l'idée de lancer mon propre projet, c'était quelque chose qui évoluait depuis quelques années, quoi. D'accord, ouais, je comprends que c'était stimulant, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, sur la ferme, vous continuez les activités pédagogiques ou ça se... Alors maintenant, ça s'est arrêté complètement, en fait, parce que donc il y a un moment où on a séparé le projet, parce que en fait on était à deux, mais on s'impliquait pas forcément de la même manière dans le projet l'un et l'autre, parce qu'on n'avait pas les mêmes besoins et les mêmes ambitions, en fait. Et donc c'est pas toujours évident de lancer un projet avec une autre personne. Autant en fait moi j'aurais pas osé lancer ce projet-là tout seul à la base. Autant il y a un moment où c'était plus compliqué de gérer les choses à deux, parce que comment est-ce qu'on se paye, qui fait quoi, quelle est la place de chacun. Et donc il y a un moment où c'était plus simple de juste séparer nos activités, et donc il y avait l'aspect pédagogique qui revenait à SmartMush. C'était le projet SmartMush, en fait. D'accord. Et puis il y avait la production qui au départ était SmartMush, et puis finalement qui a changé de nom avec la Mycosphère, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, d'accord. Ça a évolué pas mal, en fait. Au tout début, c'était juste un petit local que je louais de 20 mètres carrés. Le premier local que j'ai fait, c'était 20 mètres carrés. Donc vraiment pas grand-chose. Juste pour démarrer, tester un peu, parce que je manquais de place chez moi et j'avais besoin d'avoir ça dans un autre endroit, quoi. D'accord. Et puis j'ai déménagé dans un autre local qui faisait, je pense, 70 mètres carrés, et puis un troisième local qui faisait 100 mètres carrés. Ah oui. Et puis j'ai déménagé dans des containers que j'ai achetés. Donc c'est des containers frigo, en fait, d'occasion, quoi. On appelle ça les derniers voyages. C'est des containers dont l'entretien coûte trop cher à la fin par rapport au fait simplement de racheter un nouveau container pour les transporteurs. Du coup, ils revendent des containers pas chers. Et donc voilà, j'ai acheté 4 containers comme ça que j'ai installés dans une ferme. Et puis j'ai encore déménagé dans une autre ferme. Et puis là maintenant, je suis bien et je vais plus déménager. D'accord. D'accord. Et du coup, plus de pédagogie, mais est-ce que... Alors, en fait, je dis plus. Il y en a encore un petit peu, mais c'est de manière très anecdotique. Ok. Au tout départ, le projet d'association qu'on avait fait, on faisait quasi 2 activités par semaine à certains moments. Là maintenant, je fais, on va dire, entre 5 et 10 activités par an. Et donc c'est plus par plaisir donc voilà, il y a une partie atelier avec principalement des adultes que je continue encore. Bon, maintenant avec le Covid, il y en a beaucoup moins, évidemment. Et puis il y a une partie plus consultance. Donc là, c'est plus à un niveau professionnel, quoi. Et donc ça, j'ai eu plusieurs projets en Afrique, au Congo, au Maroc, en Algérie, où j'ai déjà pu participer à des lancements de projets sur la culture champignon là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui me motive à fond aussi. D'accord. Donc quand même un partage des connaissances, quoi. Ouais, à fond. Ok. Et du coup, du coup, t'es seul sur la ferme maintenant? Alors, je suis seul. Là maintenant, j'ai 2 gars qui travaillent avec moi, chacun un jour par semaine, 8 heures chacun. Et sinon, à part ça, je suis à peu près seul. J'ai régulièrement des stagiaires qui viennent aussi. Mais donc, ce qui fait qu'au final, je travaille seul réellement 2 jours par semaine, mais et 2 à 3 jours par semaine, j'ai soit mes gars qui viennent travailler ou alors un stagiaire, par exemple. Ok, donc t'as quand même un peu d'aide. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est venu petit à petit, en fait, hein, c'est venu depuis pas très longtemps, ça fait moins d'1 an que j'ai commencé à engager. Parce qu'il y a un moment où je me disais, en fait, j'en peux plus. Déjà au niveau physique, en fait, ça a l'air de rien, mais comme le maraîchage, c'est quand même des journées assez intenses. Et puis petit à petit, le projet grandit.
Et bon, c'est pas infini. Là, je pense que j'ai atteint une certaine taille qui est assez bonne, mais pour un certain équilibre, en fait, j'avais besoin de produire un petit peu plus et donc d'engager aussi. Et engager, ça me permet moi de me libérer à terme du temps pour pouvoir développer un peu d'autres projets que vraiment la production en soi. D'accord. Notamment la vente de mycélium que tu as commencé sur le site de la Mycosphère. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un projet que j'ai lancé il y a pas très longtemps, en janvier en fait de cette année. Alors en fait, oui, pour revenir un peu sur l'historique, comment je cultivais à la Mycosphère. J'ai eu dès le départ ce projet de produire moi l'ensemble, de faire l'ensemble du cycle, quoi, de produire mes semences, donc le mycélium, produire mes substrats et fructifier et vendre mes champignons. Maintenant, au départ, c'était pas forcément évident parce qu'en fait, l'air de rien, c'est trois métiers différents. On va dire le travail de production des semences en laboratoire, la production des substrats et la fructification. En général, en fait, c'est vraiment séparé. La production de champignons, ça se fait comme ça. Il y a les laboratoires qui produisent des semences, il y a les industries qui produisent des substrats, et puis il y a les petites champignonnières ou plus grosses champignonnières qui achètent les substrats et qui les font fructifier. Et donc, dans un premier temps, moi, j'ai acheté des substrats déjà tout faits. Parce que j'avais pas encore la capacité de produire des substrats en suffisance, et puis parce que j'avais pas la garantie en fait que ça fonctionne. J'avais quand même beaucoup de pertes au tout début, et donc voilà, j'avais besoin quand tu vas voir des restaurants ou des magasins, eux ils ont besoin de savoir que chaque semaine tu vas amener autant de kilos de champignons. Et donc, si tu as une contamination et qui fait que pendant 3 semaines, tu n'as plus de champignons, ça va pas, ils iront voir quelqu'un d'autre. Donc, pendant 2-3 ans, j'ai fonctionné comme ça, en achetant des substrats déjà tout faits et en continuant des expériences à côté au laboratoire et en me formant là-dedans par les lectures et puis par le terrain, quoi. D'accord. Et donc l'autonomie au niveau des semences, en fait, ça fait environ 1 an maintenant que j'achète plus aucune semence à l'extérieur et que je suis autonome avec toutes mes variétés. Et donc voilà, pour moi c'est une certaine réalisation parce que c'était un peu l'objectif en me lançant là-dedans. Et maintenant j'y suis. Et puis j'avais des demandes en fait qui venaient pour m'acheter du mycélium. Et donc j'en vendais un peu comme ça, sans le mettre sur le site ou sans en faire la publicité. Et puis je me suis dit au moment de refaire mon site, en fait, pourquoi pas le proposer sur mon site et développer un peu plus cet aspect-là, vente de semences, parce que je pense qu'il y a pas mal de demandes et donc je trouvais que c'était intéressant de proposer ça, quoi. D'accord, ok, super. Et du coup, en ce qui concerne par exemple les souches, est-ce que tu les conserves? Est-ce que tu les reclones à chaque fois? Ça dépend des champignons. Ouais, donc je les conserve généralement sous plusieurs formes, sous forme de boîte de pétri, ça c'est un peu la base, puis en culture liquide et éventuellement sur sciure de bois aussi. Le fait de multiplier, ça permet d'éviter que s'il y a une de tes s'il y a une de tes boîtes de pétri qui est contaminée, ou toutes tes boîtes de pétri qui sont contaminées, tu auras quand même tes cultures liquides ou le mycélium sur sciure, quoi. Et puis en fait, j'essaye de les cloner au minimum toutes mes souches au moins une fois par an, donc de faire le cycle complet de la fructification. Et ça de manière à éviter la dégénérescence, quoi. Et puis il y a certaines variétés sur lesquelles je travaille plus au quotidien, et donc je fais de la sélection très régulièrement, quoi. D'accord. En fonction de ton propre substrat, tes propres conditions de culture. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est l'avantage, je trouve, d'avoir une production de mycélium liée à une production de champignons, en fait. C'est que mes souches, celles-là, mes variétés de pleurotes, par exemple, elles sont entretenues de manière quotidienne, et je vois clairement depuis le début, depuis 1 an que je les travaille, j'ai peut-être
sélectionné 4-5 fois, il y a une amélioration, il y a un changement dans la variété. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant, quoi. D'accord. Je veux bien te croire, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu approvisionnes ton substrat? Et une fois que les cycles de fructification sont passés, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le jettes? Est-ce que tu fais refructifier du champignon dessus? Ouais. Donc, au niveau de mes substrats, là maintenant, je travaille plus qu'avec des substrats à base de sciure de bois. Au tout début, j'ai commencé avec de la paille et puis avec du marc de café aussi. Et j'ai travaillé avec d'autres ingrédients comme le pain sec et les biscuits que je récupérais à chaque fois. Donc, je livrais dans des magasins, je récupérais leurs vieux pains secs, je les broyais, je les mélangeais à mes substrats et tout ça. Un peu dans une optique d'économie circulaire, quoi. Et bon, ça, j'ai mis un peu de côté en ce moment parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps. L'air de rien, en fait, c'est des substrats qui sont gratuits, le marc de café, les drèches de brasserie et autres. Mais ça prend du temps aussi d'aller les chercher, de les stocker. Il y a un risque de contamination qui est quand même assez élevé parce que le marc de café, ça moisit très vite. Donc au niveau logistique, à une échelle professionnelle, c'est assez compliqué à gérer quand même. Et donc là, je suis retourné sur un substrat plus classique en ce moment, à base de cire de bois, de son de blé, et je travaille également avec la luzerne. Donc ça, c'est pour mes matières premières. Et donc tout est sourcé en Belgique en fait. Et pour la question de ce que je fais de mes substrats, après, donc je les fais fructifier. Je fais plusieurs récoltes sur chaque sac. Après, ça dépend des variétés. Il y a des variétés où je fais essentiellement une récolte. Par exemple, les shiitake, c'est principalement un one flush, donc ça donne tout d'un coup. Et après, pour les pleurotes, en général, c'est plutôt sur trois récoltes. Et après ça, en fait, moi, je suis dans une ferme, la ferme du Peuplier, qui eux sont preneurs pour avoir tous ces substrats-là, donc ils les récupèrent et ils pourraient en récupérer encore 10 fois plus pour leur terre, quoi. Ils les utilisent soit en paillage, donc on va dire en mulch en surface des sols, ou au compost en fait pour apporter une matière plus carbonée par rapport à tous les déchets verts qu'ils ont de leur production à eux. D'accord. C'est directement recyclé sur place, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, du coup, tu te sers pas forcément de leurs déchets de culture pour la culture des champignons, comme tu disais. Ça peut prendre du temps et c'est pas forcément productif. En fait, alors ça, c'est le compostage. Là, maintenant, ils l'ont lancé à une échelle plus pro qu'avant. Donc, ça veut dire qu'ils ont un compost vraiment de bonne qualité parce qu'ils ont un mélangeur et tout ça. Et donc, je serais assez intéressé de tester un peu plus des champignons de compost, style agaric, pied bleu, ou même les strophères, quoi, par exemple. Okay. Que je n'ai jamais vraiment beaucoup testé. Alors, j'ai un peu expérimenté de manière complètement amateur chez moi. Mais donc, ça serait intéressant parce que du coup, mes substrats sont compostés après ça avec leur matière première, enfin leurs déchets à eux, et puis ça pourrait encore servir de matière première pour un autre champignon. Ce serait un cycle assez intéressant, quoi. Maintenant, il faut tester parce que la plupart des champignons de couche, ils poussent généralement sur du fumier composté. Ici, c'est pas du fumier, c'est vraiment tous leurs déchets, les feuilles vertes des poireaux. Des légumes qui ont moisi parce qu'ils n'ont pas su les vendre, donc c'est tout des trucs comme ça. Donc il y a énormément de contaminants là-dedans aussi. Je veux dire, pour moi, c'est un risque d'utiliser par exemple des courgettes pourries parce qu'il y a plein de bactéries, il y a probablement des moisissures dedans et tout. Donc, par contre, après un bon compostage et une montée en température, ça peut peut-être être intéressant. En tout cas, il y a des tests à faire là-dessus, quoi. Ok, d'accord, oui. Ok. Et est-ce que toi, tu as une souche de champignons préférée parmi toutes celles que tu cultives, ou bien une que tu cultives pas encore, peut-être? En fait, j'ai pas vraiment une souche de champignons préférée. Enfin, ça varie un peu tout le temps. Je dirais que les pleurotes, c'est un des champignons les plus satisfaisants à cultiver. C'est un peu le champignon de base du débutant, c'est le plus facile, on va dire. Mais
mais c'est assez chouette parce qu'il a un cycle très rapide. Et donc, sur cire de bois, je compte environ en un mois, je récolte les premiers champignons. Après, ça pourrait être plus rapide et par exemple sur paille, ça pourrait être accéléré. Mais ça fait que on a des résultats assez rapidement si on fait des tests, par exemple, avec des substrats ou des compositions de substrats différentes. Ben, c'est beaucoup plus rapide que le shiitake, par exemple, qui prend quasi 3 mois à donner des résultats, quoi. Et puis le pleurote, il est il est super sensible aussi à son environnement, donc il va réagir fort à la ventilation, au taux de CO2, à l'humidité, à la lumière. Et donc ça, c'est un œil qu'on développe aussi. Enfin, moi, j'ai développé un peu ça, et donc je vois très rapidement des différences que là-bas je voyais pas en fait entre des pleurotes différentes. On pourrait se dire juste, bah, c'est des pleurotes. Mais en fait, avec des micro variations de couleurs, on peut comprendre des choses sur des choses qui vont éventuellement pas dans la salle de culture. Et donc, c'est assez chouette, je trouve. Il répond assez fort, quoi. Donc, c'est une chouette variété. Sinon, une autre variété dont je suis assez fier pour les résultats, c'est les shiitake. J'ai pas mal galéré au début, et puis là maintenant j'ai de très bons résultats. Et donc c'est assez satisfaisant parce que c'est un champignon qui est plus technique quand même que le pleurote, et puis qui est super bon aussi au niveau culinaire et au niveau médicinal, quoi. Et, et là, une variété sur laquelle j'ai envie de travailler plus l'année prochaine, c'est les shimeji. Donc moi je travaille en particulier avec les shimeji blancs. C'est donc Ipsizygus tessellatus, je crois. Et donc voilà, j'avais déjà testé il y a plusieurs années en ayant des mauvais résultats. Et puis là, dernièrement, j'ai fait un petit test qui m'a donné des bons résultats. Et donc j'ai envie de travailler un peu là-dessus en sélectionnant les meilleurs fruits et en améliorant cette souche-là. Donc voilà. Ok, un travail de sélection aussi sur celui-là. Ok. Ouais. Ok, super. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier conseil parmi tous ceux que tu viens de donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la culture de champignons? Je dirais de commencer par par les pleurotes, parce que pour moi c'est un peu le champignon le plus facile. Il y a pas mal de gens qui veulent commencer avec les champignons de Paris parce qu'en fait c'est le champignon qu'on connaît le plus, et pourtant c'est pas le plus facile à faire pousser, à moins d'acheter des kits déjà tout faits, hein. Mais si on veut produire ses propres substrats, en fait c'est plus facile de partir avec des champignons lignivores comme les pleurotes gris, les pleurotes jaunes, les roses, donc qui peuvent digérer le bois, la paille. Donc on a des résultats assez rapides, et puis le pleurote, c'est un champignon qui pardonne des erreurs, quoi, parce qu'il est tellement agressif qu'il laisse pas beaucoup de place aux contaminants, et il produit bien. Donc c'est assez satisfaisant dans un premier temps à cultiver les pleurotes. Et puis en plus de ça, les pleurotes, en fait, ils s'adaptent à une variété de substrats qui est assez énorme. Donc, il peut décomposer du marc de café, il peut décomposer plein de choses différentes, du carton, et ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les champignons non plus, quoi. Par exemple, le shiitake est beaucoup plus exigeant, quoi, que le pleurote. Donc, commencer par le pleurote, et puis oui, en fait, moi j'ai lu pas mal de théories au départ avant de me lancer, en lisant justement les livres de Paul Stamets et autres. Et je crois qu'à un moment, ça m'a presque bloqué parce que je me disais, en fait, c'est hyper compliqué. J'ai besoin absolument d'une haute afflux laminaire pour faire ça. Et puis, en fait, en faisant mes expériences, au départ, je cultivais dans ma cuisine, quoi, dans ma cuisine et dans ma cave. Et puis à un moment, je me souviens, j'ai cultivé sur des pots de bananes, simplement en mettant du mycélium dans un pot. Et je mettais des pots de bananes dans le pot. Le mycélium a digéré les pots de bananes, et il y a des pleurotes qui ont poussé là-dessus, quoi. Et donc je me suis dit, en fait, rien ne vaut l'expérience, quoi. Parce que ça, tu vas pas lire dans un livre. Et donc voilà, il y a un moment aussi où la théorie, c'est bien, mais ça a aussi ses limites, quoi. Et puis ouais, rien ne vaut l'expérience, le feeling, la sensibilité que tu vas créer. Ok.
main fongique, quoi. La main fongique. Ok, Voilà. d'accord, super. Juste une dernière question pour rebondir. Du coup, toi, tu travailles maintenant avec une haute afflux laminaire. Je suppose que c'est indispensable pour ta production, quoi. Ouais, une échelle professionnelle, déjà juste pour ensemencer les substrats, c'est essentiel. Parce que je peux pas me permettre d'avoir un risque de contamination simplement parce que l'air n'est pas propre, quoi. C'est pas essentiel pour un particulier parce que un particulier, il peut se permettre d'avoir des pertes, par exemple, de 10 ou 20% de ses substrats. À un niveau professionnel, tu peux pas te le permettre, quoi. Et donc c'est un investissement qui vaut totalement le coup. Et puis maintenant que je produis vraiment du mycélium, ben en fait je suis obligé, quoi, pour garantir vraiment une qualité aussi. Enfin c'est obligé, quoi. Mais c'est une question d'échelle, quoi. Je veux dire, moi j'ai produit du mycélium aussi avant sans haute afflux laminaire avec une simple boîte à gants et j'ai eu des bons résultats comme ça aussi, quoi. Ok, super. D'accord. Eh bien, écoute, Quentin, merci beaucoup pour cette interview. Alors, peut-être tu peux nous donner tes réseaux où on peut te suivre, le site internet, une dernière fois. Oui. Mais donc d'abord, oui, merci à toi et aussi bravo pour ton site Cultiver les champignons. Je trouve que c'est un super site et je pense que ça manquait en francophone, quoi, ce genre de site avec des articles. Enfin, on voit que c'est des articles qui sont travaillés, il y a du fond, quoi, derrière. Donc je trouve ça super ce que tu fais. Merci. Et donc moi, on peut me retrouver. Donc le nom c'est l'Amicosphère. J'ai un site l'amicosphère.com et puis sinon j'ai une page Facebook et Instagram aussi en tapant l'Amicosphère. Donc MYCOSPHERE. Et ben voilà, au plaisir de Oui, rediscuter et de. carrément. À une prochaine fois. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Quentin. Salut Andrea. Salut, Quentin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons ? N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. Merci, à bientôt.